Cette joyeuse grand-mère qui joue avec ses nombreux petits-enfants s'appelle Claude Tavernier. À 82 ans, elle est pleine de vie et coule des jours heureux dans sa belle demeure charentaise. Mais c'est pourtant ici que la petite mamie sans défense va être sauvagement assassinée. Cette dame a été massacrée. C'est d'une violence extrême. C'est monstrueux. Ça, c'est insupportable de savoir que votre mère a été torturée, enfin, de cette manière. Lorsque l'on a connaissance de ce dossier, on se dit c'est pas possible. C'est quelque chose qui est hors norme, qui est incroyable. Le Mathieu que j'ai connu, c'est un meurtrier. Il est parfaitement serein face aux enquêteurs et il joue avec eux. Tout commence le 26 juin 2012 à Barbézieux, une petite commune paisible de la Charente. Il est 21h30 lorsque Nicole Paulet, la femme de ménage de Claude Tavernier, reçoit un coup de téléphone inquiétant. Le soir du 26, je regardais la télé après dîner. J'ai été interrompue par le téléphone pour me dire qu'il se passait quelque chose chez Madame Tavernier. À l'autre bout du fil, la société qui gère le système d'alarme de la vieille dame. Maman a fait installer une alarme. C'est une alarme qui repère les mouvements et qui prévient ensuite une liste de noms préétablis pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans la maison. Le système d'alarme de Madame Tavernier est en défaut. Il ne fonctionne plus, il ne répond plus. Il se passe quelque chose chez elle. Paniquée, Nicole Paulet se précipite chez sa patronne. Quand je suis arrivée dans la cour, il y avait un volet qui n'était pas et j'ai vu de la fumée. Madame Paulet, qui habite à 500 mètres, constate que la maison est en feu et elle appelle les pompiers. J'ai suivi donc un pompier qui est arrivé à la porte de la salle à manger. Et quand il a ouvert là, Madame Tavernier était allongée par terre et la fumée sortait de partout. Je suis partie en courant et j'ai dit « Elle est morte, elle est morte, elle est morte ». J'étais choquée. Oui, il n'y a pas de mots. Mais le pire reste à venir. Car à leur arrivée, les gendarmes découvrent que Claude Tavernier n'est pas morte dans l'incendie. On pénètre donc sur cette propriété, on découvre donc le corps de Mme Tavernier. Elle présente de nombreuses traces de coups de couteau, de type coup de couteau, au niveau pratiquement situé sur le cou. Madame Tavernier est là, ensanglantée. 32 coups de couteau dans la gorge, plus 8 dans le dos. Ces coups ont entraîné une hémorragie importante. C'est cette hémorragie qui sera donc la cause du décès de Madame Tavernier. Et ce n'est pas tout. Avant de rendre son dernier souffle, la pauvre mamie a subi un véritable calvaire. Sur la scène de crime, on constate beaucoup de désordre. On sait qu'il y a eu une lutte entre Madame Tavernier et la personne qui a commis l'acte. Il y a à peu près 27 zones ensanglantées. Une grande trace de sang se trouve sur un volet. On a également dans la chambre à coucher Madame Tavernier, également une deuxième scène très violente. On trouve énormément de sang sur le lit, on trouve énormément de sang au sol. C'est là également dans cette pièce, dans cette chambre, que l'on trouvera le scotch, une boule de scotch de type déménageur. Le tueur l'a bâillonné avec son rouleau de scotch. C'est d'une sauvagerie absolument inouïe. C'est la première fois que je suis confronté à une telle chose.
L'homme qui a agressé et tué Madame Tavernier a fait preuve d'une violence extrême. Mais il ne semble pas avoir été très prudent. Sur la victime, nous découvrirons un ADN masculin. Visiblement, Claude Tavernier a tenté de se débattre. On trouvera plein d'ADN sous les ongles. Ce même ADN masculin sera découvert également sur son pantalon ainsi que sur ses poignets. Aussitôt, les gendarmes informent les enfants de Claude Tavernier que leur mère vient d'être tuée dans d'abominables circonstances. Ils me disent qu'il y a eu quelque chose chez maman et que maman était morte. Perdre une mère, c'est forcément quelque chose de dramatique. Perdre une mère dans ces circonstances, forcément, c'est insupportable. Ça, c'est insupportable de savoir que votre mère a été torturée, enfin, de cette manière. J'ai été vraiment sous le choc. Et c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est d'une violence extrême. C'est monstrueux, c'est pas... Je me dis, comment peut-on faire ça? Une vieille dame séquestrée et assassinée, c'est du jamais vu dans ce coin tranquille de la Charente. Le lendemain, tous les habitants sont venus pour manifester leur émotion et leur solidarité à l'égard de Claude Tavernier. La ville est sous le choc. Les habitants commencent à se dire qu'il peut arriver des choses graves à Barbezieux. Après sa mort, les 300 personnes qui ont participé à la Marche Blanche, c'était évidemment une réaction à ce crime horrible, mais c'était aussi pour beaucoup un hommage à la personne qui venait d'être tuée, parce qu'ils la connaissaient, au moins de réputation. Il faut dire qu'ici, Claude Tavernier était une femme très respectée et appréciée de tous. À 82 ans, Madame Tavernier vivait depuis 40 ans dans cette maison de maître, située à l'entrée de la ville. Claude Tavernier est une riche châtelaine, même si elle habite qu'une maison bourgeoise. Mais en tout cas, elle a une très belle bâtisse, une très belle demeure. Elle vivait toute seule dans cette grande maison. Veuve de colonel, Claude Tavernier est à la tête d'une grande famille de militaires, catholiques et pratiquantes. C'est une famille presque d'aristocrates. Hein. Ils sont tous, enfin en tout cas, de grande bourgeoisie. Elle a 5 enfants. Ses fils sont également officiers militaires. Ses filles sont mariées avec des officiers militaires. Je pense qu'en 2012, on est à peu près 75 dans la famille. Oui, à peu près 75. Au moment de sa mort, Claude Tavernier est une grand-mère très entourée et attentionnée qui chouchoute ses 27 petits-enfants et ses 33 arrière-petits-enfants. Pour elle, c'est quelque chose de très important et il n'y a rien de plus précieux pour maman que de voir arriver dans sa maison ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Qu'est-ce que vous avez fait? J'en reviens pas. Elle a une grande qualité d'être capable de s'émerveiller encore. Elle est très souriante, puis drôle, elle aime la vie. Elle aime la vie. Chaque été, la tribu des Taverniers se retrouve autour de la grand-mère, à l'occasion de banquets qui n'ont rien à envier au garden party de l'Élysée. Comme ici, lors de son 60e anniversaire. Bon, je voulais simplement vous dire qu'on vous aime tous de tout notre cœur tous, et qu'on voulait vous souhaiter tous ensemble, avec toute la famille et avec tous vos amis, du moins une grande partie, un très joyeux anniversaire. C'est pas du gâteau. Pour y aller, il faut tout enjamber. C'est l'heure de la messe, faut pas la rater. Claude Tavernier est une grand-mère modèle. Et elle a une autre qualité que tout le village de Barbezieux lui reconnaît. La veuve fortunée a le cœur sur la main. C'est quelqu'un avec qui on peut discuter, se confier. Elle s'intéresse à tout, elle s'intéresse à vous, elle s'intéresse à la famille.
D'une femme qui s'occupe beaucoup d'autres dans des associations comme le Secours catholique. Elle va voir les personnes seules à l'hôpital. Elle a été élevée dans un milieu plutôt aisé, mais c'est pas important. Elle a le même comportement avec les SDF qu'avec la meilleure de ses amies. On ne peut absolument pas imaginer que cette dame ait pu subir ce qu'elle a subi parce que elle n'a pas d'ennemis, elle n'a que des amis. Alors, la question hante tous les esprits. Qui pouvait en vouloir à la bienfaitrice, au point de lui asséner une quarantaine de coups de couteau? Et pourquoi? Les gendarmes gèlent la scène de crime. Et en inspectant la somptueuse demeure de la victime, il y a un détail qui les interpelle. La nuit du drame, la riche veuve a été cambriolée. Dans ce hall d'entrée où il y a eu cette scène violente, on remarque de façon évidente qu'une télé a disparu, puisque les câbles sont débranchés, on voit bien qu'il y avait une présence de téléviseur à cet endroit-là. Et manifestement, d'autres objets ont été dérobés dans cette maison. Il y a une pendule et également une carte bancaire qui sont prises. L'objet le plus cher qui a été dérobé, c'est la pendule en bronze qui a une valeur de 10 000 € environ. Mais ce n'est pas tout. La voiture de Claude Tavernier a elle aussi disparu. On apprendra dans la nuit que ce véhicule est découvert à quelques kilomètres, incendié également. Pour les gendarmes, le scénario du crime ne fait aucun doute. C'est un cambriolage qui a sans doute mal tourné. On peut imaginer que ceux qui sont entrés dans cette maison ont pensé y trouver de l'argent. Ils ont voulu faire parler cette femme, l'ont peut-être torturée. Et la laisse mourir là. On prend les cartes bleues, on prend la pendule et la télé. Maintenant, il faut détruire toutes les traces de son passage. Et la meilleure façon de le faire, c'est l'incendie. Donc les gendarmes cherchent un cambrioleur ou des cambrioleurs. C'est la première piste qui leur vient spontanément à l'esprit. Cette thèse est d'autant plus crédible que les gendarmes vont très vite avoir un suspect dans le collimateur. Car le véhicule de Madame Tavernier n'a pas été brûlé et abandonné n'importe où. Une série de cambriolages touche la commune à cette période-là. Des gens du voyage sont incriminés pour cette série-là. La voiture de Madame Tavernier a été retrouvée à proximité du camp des gens du voyage. Il y a un camp de manouches, quasiment à l'endroit où on a retrouvé le véhicule de Madame Tavernier calciné. En faisant des rapprochements entre le vol du véhicule de Madame Tavernier et certaines personnes de cette communauté. L'attention des gendarmes est attirée tout particulièrement par un homme dont le CV fait froid dans le dos. Le suspect, il se trouve que c'est un alcoolique, héroïnomane, qu'il est connu pour des actes de violence, des vols avec violence. C'est un délinquant d'habitude, une délinquance, cambriolage, vol, quelques violences. Dans les jours qui ont suivi, donc ce 26 juin, il est interpellé. Le manouche recherché par les gendarmes est, par miracle, interpellé au volant d'une voiture volée. Il est placé immédiatement en garde à vue. Et son audition ne va pas arranger ses affaires, car voici ce que l'homme déclare. Je ne suis pas bien dans ma tête depuis plusieurs jours. Je fais n'importe quoi. D'ailleurs, lorsque j'ai bu, et si on m'embête, je peux être violent. Donc ce 26 juin au soir, donc, il se trouvait sur le secteur de Barbezieux. Les gendarmes sont quasiment convaincus à cet instant, ou dès cet instant, qu'ils tiennent le coupable. Pourtant, le suspect nie les faits avec vigueur. Et la suite des investigations va totalement l'innocenter.
il a un alibi solide pour cette soirée du 26 juin qui fait qu'il ne peut pas être sur les lieux du crime au moment où Claude Tavernier est tué. Étant connu du fichier national des empreintes génétiques, la comparaison a été faite. L'ADN prélevé sur cet individu ne correspond pas à celui prélevé sous les ongles de Madame Tavernier. Cette piste est abandonnée. Les jours passent, mais toujours rien. Les enquêteurs n'ont plus aucune piste à exploiter, jusqu'à ce qu'un témoignage inattendu vienne tout relancer. Le 16 juillet 2012, 3 semaines après l'assassinat de Claude Tavernier, un gendarme se présente spontanément à la section de recherche de Poitiers. Cet homme, le voici. Il s'appelle Sylvain Morin. Il est bouleversé, et pour cause. Selon lui, il a vu le meurtrier de la vieille dame. Un témoignage qui s'avérera crucial dans cette affaire nous est apporté par un collègue qui travaille à Barbezieux. Sylvain Morin a quelque chose de très intéressant à révéler aux gendarmes. Il a été le témoin d'une scène absolument incroyable. Moi, j'ai vu l'assassin avant le crime, avant qu'il ait commis son crime, ouais. Je vois l'assassin, ouais. Le soir du crime, Sylvain Morin quitte son domicile pour prendre son service à la gendarmerie de Barbezieux. Lorsque je suis arrivé à la caserne, je m'aperçois que j'ai oublié mes clés. Je fais demi-tour pour aller chercher mes clés à mon domicile. Et je repars donc en direction de la brigade motorisée. Sur la route, Sylvain Morin va passer devant le domicile de Claude Tavernier. Et le gendarme va faire une drôle de rencontre. Lui est en voiture. Au moment où il arrive à proximité de la propriété, il voit un homme. Il remarque un individu sortant de la propriété par le portail principal. Je vois une personne sortir de la résidence Tavernier. C'est une personne de 1m75, 25-30 ans et avec des cheveux foncés, bruns. Mais le plus troublant reste à venir. Car si le gendarme n'est pas capable d'identifier formellement l'individu, il en est persuadé. Le jeune homme qu'il a entreaperçu est un collègue. Moi, j'ai vu une personne sortir de cette maison en tenue de gendarme. L'individu sortant, mais porteur d'un polo, il est affirmatif, c'est un polo de gendarme. Dans un premier temps, on est un peu circonspect. Cette tenue qui aurait pu être volée ou achetée, il a fallu procéder des recherches et rapidement aussi, on vérifie si effectivement il y avait eu une visite de gendarme en service tout à fait normal à ce domicile. Et rien. Mais surtout, Sylvain Morin affirme que le gendarme est sorti de chez Madame Tavernier 2 heures seulement avant la découverte de son cadavre. Machinalement, quand je reprends ma route, enfin je regarde devant moi, mes yeux se portent sur la pendule de la voiture quoi, qui indique 19h57. Et c'est vrai que ça fait l'effet d'une bombe parce que les gendarmes, les vrais, sont arrivés à 22h15 sur la scène de crime. Donc, mais on peut quand même se poser la question de savoir ce que ce gendarme faisait là, ce jour-là, à 19h57, au domicile de Madame Tavernier. Pour nous, l'individu sortant avec ce polo est très vraisemblablement en lien avec le meurtre. Pour Sylvain Morin et l'adjudant-chef Renaud, le coup est rude. Difficile d'admettre que l'auteur de ce crime atroce puisse être un des leurs. Le fait qu'un gendarme puisse être impliqué dans ce crime met quand même mal à l'aise l'institution. Tuer une personne, c'est grave, quoi. On se dit que, voilà, si vraiment c'est un collègue, la tenue a été salie. Il était possible qu'on ait croisé cet individu au cours de notre travail, hein, ou que même les collègues de Barbezieux étaient amenés à le connaître. On y pense, mais c'est pas, comment dire,
Il n'y a pas une barrière à quoi que ce soit, qu'il soit collègue ou pas, peu importe, la question n'est pas là. Nous, on cherche l'auteur d'un crime, et qui est un crime particulièrement violent. Trouver le meurtrier qui se cache sous un uniforme, c'est dorénavant l'obsession des enquêteurs. Nous procédons des recherches sur les gendarmes en activité. Tous ceux ayant quitté la gendarmerie, donc les gendarmes adjoints, qui ont été en fin de contrat. Ils vont chercher sur l'ex-région Poitou-Charentes à l'époque, sur l'Aquitaine, mais ils vont monter également jusqu'au Pays de la Loire. Ça représente des milliers de suspects. Bref, on a à peu près 3000 noms. On a 3000 personnes pouvant correspondre à ce profil. 3000 suspects pour un crime, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Et pourtant, après 2 mois d'enquête au sein de leur propre famille, les gendarmes ne vont pas tarder à dénicher le mouton noir. Les gendarmes font un travail méticuleux à ce moment-là. Ils retrouvent tous les fichiers des gendarmes d'active, les fichiers des gendarmes de réserve, et donc ils essaient de faire des recoupements et de voir quelle est la personne qui pourrait être inquiétée dans le cadre de cette affaire. L'essentiel, c'est d'avoir la liste. Puis après, on raye au fur et à mesure parce que l'emploi du temps, parce que l'autre est en vacances, parce qu'il est en arrêt maladie, parce qu'il était en mission et avec, évidemment, tout un tas d'activités qui vont avec. Et à l'arrivée de cet épurage, il leur reste un suspect. On tombe sur Mathieu Buelens. Le suspect numéro 1 est un ancien gendarme de 27 ans. Mathieu Buelens, en 2012, il était gendarme adjoint volontaire depuis 5 ans à Baignes, une brigade territoriale à proximité de Barbezieux. Son contrat a pris fin une quinzaine de jours avant le décès de Madame Tavernier. Mathieu Buelens a le profil de l'individu décrit par Sylvain Morin. Il a la taille, physiquement ça correspond, il est dans le bon créneau. Et puis les enquêteurs vont faire une découverte incroyable. Mathieu Buelens connaissait la victime. De tous ceux de cet immense panel que l'on a peu à peu éliminé, il est le seul à avoir pu avoir connaissance et avoir rencontré Madame Tavernier de son vivant et avant les faits. Ça ne peut qu'interroger. Mathieu Buelens a été en contact avec Madame Tavernier en 2008, suite à un cambriolage survenu au domicile de Madame Tavernier. Lorsqu'elle a constaté ce cambriolage, elle avait appelé la gendarmerie et il se trouve que parmi les effectifs sur place présents, il y avait Mathieu Buelens. Les gendarmes pensent tenir le meurtrier de Claude Tavernier. Mais ils vont rapidement déchanter, car à entendre ses anciens collègues et amis, le brigadier Buelens est un gendarme modèle. Ses états de service étaient irréprochables. C'était une personne très bien perçue. Il a participé à tout type d'intervention. C'est quelqu'un qui se comportait très bien. Il n'y a jamais eu de souci avec Mathieu. Il n'y avait aucune agressivité dans ses faits et gestes parce qu'il était gendarme. Ce qui lui plaisait le plus, c'était l'investigation. Parce que rester debout sur la route à regarder les gens passer et puis mettre des contraventions, c'était pas réellement notre dada. Personne ne l'a jamais vu en colère, pas un mot plus haut que l'autre. Très surprenant quand ensuite on met en lien donc, ce comportement, ce descriptif, avec l'auteur des faits qui, lui, s'est quand même acharné sur Madame Tavernier. Fils de gendarme, Mathieu Buelens a tout sauf le profil d'un tueur barbare. Cependant, les enquêteurs le convoquent pour avoir des explications. Le 24 août 2012, 2 mois après le drame, Mathieu Buelens est convoqué à la gendarmerie d'Angoulême. Dans leur bureau, les enquêteurs l'attendent de pied ferme.
Mais le suspect numéro 1 ne va pas se démonter pour autant. Il est détendu, il n'a pas montré de signes particuliers d'énervement ou de tension. Il se présente calmement, de façon sereine. Confronté aux révélations de Sylvain Morin, l'ancien gendarme va raconter une histoire étonnante. Le récit de cette audition est assez surprenant. Et donc là, Mathieu Bellens marque un temps d'arrêt et dit, bon, effectivement, ce soir-là, je suis allé chez Madame Tavernier. Oui, je suis passé ce jour-là, mais évidemment, j'ai rien à voir avec sa mort. Et il l'affirme haut et fort. Selon Mathieu Bellens, il n'aurait jamais fait de mal à la généreuse grand-mère. Et pour cause, depuis 4 ans, Claude Tavernier serait devenu une amie. Cette femme, je l'ai connue en 2008 lorsqu'elle a été victime d'un cambriolage. Et c'est là qu'on s'est vu pour la première fois et qu'on a sympathisé. Mathieu Bellens, lorsqu'il est venu la première fois chez Madame Tavernier, a discuté avec elle. Voici ce que Bellens affirme aux enquêteurs. Lors du cambriolage, elle avait dit à mon collègue et à moi qu'on pouvait revenir la voir pour prendre un café si on le désirait. Mathieu Bellens, à ce moment-là, déclare que 5 ou 6 fois, il s'est présenté chez Madame Tavernier pour discuter avec elle. Il va même affirmer qu'il l'avait tutoyée et qu'elle le tutoyait. Ils se tutoient, ils se font la bise. Elle était gentille. Je me suis attaché à elle. Je parlais avec elle du décès de ma mère. Elle m'écoutait et me réconfortait. Mathieu Bellens, qui a perdu sa maman en 2003, voit en Madame Tavernier à la fois une confidente et à la fois peut-être un lien maternel qu'il n'avait plus depuis la disparition de sa maman. Les gendarmes découvrent que Mathieu Bellens a vécu un drame qui a brisé son adolescence. Le grand drame de la vie de Mathieu Bellens est la mort de sa maman en 2003. À l'époque, le papa est affecté à une brigade de gendarmerie de La Réunion. La maman de Mathieu Bellens est malade. Elle est atteinte d'un cancer. La maman choisit d'aller se faire soigner en métropole et ne dit pas véritablement à ses 3 enfants sa maladie. Un mois plus tard, ils apprennent qu'elle est décédée. C'est un choc absolu. Mathieu Bellens ne va apprendre la maladie de sa mère qu'au décès de cette dernière. Donc il n'a absolument pas eu le temps de s'organiser, de lui dire au revoir. Il a jamais pensé d'ailleurs qu'elle quitterait cette terre aussi rapidement. Et ça, c'est une terrible injustice pour ce jeune homme. Il avait à peine 18 ans lorsque sa mère meurt à l'âge de 39 ans. Alors, le soir du crime, l'orphelin raconte qu'il a naturellement rendu visite à celle qu'il considérait comme sa seconde maman. Donc il déclare s'être présenté à Barbezieux, effectivement d'être allé voir Madame Tavernier pour discuter un petit peu, 30 minutes. D'être porteur de son polo gendarmerie pour être sûr que Madame Tavernier le reconnaisse bien. Et qu'à l'issue de cette discussion, cet entretien avec Madame Tavernier, il décide qu'il la quitte en bons termes. Et quand il part, elle est vivante. La version livrée par Mathieu Bellens a de quoi laisser perplexe. Mais à la grande surprise des enquêteurs, la suite des investigations va la conforter. Sylvain Morin déclare voir ce jeune homme sortir précisément à 19h57, puisqu'il aura un souvenir très précis. Les gendarmes apprennent qu'aux alentours de 20h15, Claude Tavernier était au téléphone avec un de ses gendres. Donc effectivement, lorsque cet individu sort, porteur du polo gendarmerie, sort de la propriété, Madame Tavernier est bien vivante, puisqu'elle téléphonera par la suite. Mathieu Bellens, il explique sa présence, et lorsqu'il sort à 19h57, elle est toujours vivante. Donc là, ils ont un problème, les gendarmes. Pour l'instant, la thèse de Mathieu Bellens semble inattaquable. Alors l'ancien gendarme serait-il victime d'un malheureux concours de circonstances? Ou est-il un manipulateur hors norme?
Les enquêteurs, eux, en sont persuadés. Mathieu Belens tente de les balader, comme ils disent. Quelque chose ne va pas, ça colle pas. Il s'est passé quelque chose, il y a quelque chose à expliquer, il y a un lien avec les faits, il faut aller plus loin. Et en interrogeant les proches de la victime, ils vont avoir la preuve que le gendarme a menti. Il y a un truc qui cloche dans l'explication de Mathieu Belens. Les gendarmes savent par les proches que Madame Tavernier n'est pas du genre à tutoyer quelqu'un et encore moins à faire la bise à quelqu'un. Maman ne tutoie pas facilement. Bon, nous, ces 5 enfants, nous la vous voyons. Elle vous voit ces tout petits enfants. Que les nourrissons, elle les vous voit. Mais on va pas lui taper sur l'épaule en disant « Claude, ça va bien ?» Personne s'aventurera à faire ça. Et puis il y a autre chose. Pendant 4 ans, Claude Tavernier n'a jamais évoqué à quiconque son amitié avec le gendarme. Ma mère ne m'a jamais parlé d'éventuelles visites d'un gendarme avec qui elle aurait pu sympathiser entre 2008 et 2012. Jamais. Madame Tavernier ne m'a jamais parlé d'un gendarme qui lui rendait visite. Ça, jamais. Nous, on n'a aucune trace du passage de Mathieu Belens ou de relation entre Mathieu Belens et Claude Tavernier en 4 ans. Mathieu Belens aurait donc tout inventé, et cela ne serait pas son seul mensonge. Souvenez-vous, en juin 2008, lors du cambriolage du domicile de Madame Tavernier, 3 collègues se rendent chez elle. Bien sûr, nous avons interrogé donc les collègues qui sont intervenus avec Mathieu Belens chez Madame Tavernier ce jour-là, en juin 2008. Le gendarme volontaire Jérémy Besson était l'un d'entre eux, et son témoignage va démolir la belle histoire racontée par le suspect. Durant ces constatations, on débarque tous les 3 avec Mathieu et notre supérieur. Chacun a son rôle. Avec Mathieu, on part dans la maison, on fait nos constatations, mais j'ai pas le souvenir qu'on rentre à un moment ou à un autre en contact avec Madame Tavernier, puisque c'est le rôle de notre chef. Elle parle au plus gradé et elle ne calcule pas Mathieu Belens. Pas l'impression d'avoir, dans mes souvenirs, ce souvenir-là que Madame Tavernier nous ait dit de revenir passer la voir quand on veut. Pour moi, non. Il n'y a pas de relation particulière, enfin en tout cas ce jour-là, rien ne s'est noué particulièrement entre Mme Tavernier et puis Mathieu Belens. Ces déclarations-là de Mathieu Belens pour tenter d'expliquer ou justifier une relation antérieure avec Mme Tavernier, ça ne tient pas. Et ce n'est pas tout. En étudiant la téléphonie de Mathieu Belens le jour du crime, les enquêteurs vont faire une découverte accablante. Il a coupé son portable à partir de 14 h le 26 juin 2012 pour ne le rouvrir que le lendemain matin en fin de matinée vers 11h30 midi. Pendant 24 heures, son téléphone n'est pas en activité, ce qui est inhabituel. On peut imaginer que Mathieu Belens a coupé son téléphone pour ne pas être géolocalisable. Un suspect sur le lieu du crime. Une relation amicale inventée de toutes pièces. Un portable coupé le jour du meurtre. Et une preuve irréfutable, car l'ADN découvert sous les ongles de la victime va enfin parler. Les éléments ADN corroborent le fait que Mathieu Belens est bien l'auteur des faits. Mathieu Belens est aussitôt placé en garde à vue. Et cette fois-ci, les gendarmes ont face à eux un homme fébrile, qui n'emmène pas large. On l'interroge sur ses incohérences, sur ses contradictions. Mathieu Belens est tendu et sanglotant. Quelqu'un qui... On sent qu'il y a des choses à dire. On sent bien que voilà, il y a une grosse tension, ça fait remonter beaucoup de choses. Quelque chose ne va pas, quoi. Confronté à ces mensonges, l'ancien gendarme s'effondre. Il nous déclare être l'auteur du crime de Madame Tavernier.
Donc il me dit d'aller rencontrer Madame Tavernier une première fois, d'être ressorti de cette propriété. Donc ce serait au moment où il ressort de cette première visite qu'il est vu par Sylvain Morin. Sauf qu'il va finir par admettre qu'il est revenu une deuxième fois chez Madame Tavernier et que là, les choses se sont mal passées. Seulement quand il s'agit de raconter précisément son crime effroyable, Mathieu Belin s'est soudainement atteint d'amnésie. Lors de la garde à vue, il précise avoir des flashs, avoir des trous noirs. Il y a un flash dont je me souviens. C'est dans la chambre à coucher. Madame Tavernier me regarde, elle crie. J'essaie de lui mettre du scotch sur la bouche. Puis je lui ai donné un coup de couteau au niveau de la gorge. Il reconnaît avoir donné et asséné un premier coup de couteau. En revanche, il ne se souvient absolument pas du reste, alors que l'on sait qu'il a asséné pas moins de 42 coups de couteau sur Madame Tavernier. Il a des souvenirs très partiels et très sélectifs de ce qui s'est passé. Dès qu'il s'agit de rentrer dans le passage à l'acte, dans la transgression, il évoque des flashs. Quant à son mobile, Mathieu Belin l'a tout simplement et purement oublié. Il n'a absolument aucune explication sur les raisons qui l'ont amené à donner ce premier coup de couteau et naturellement les autres coups de couteau qui ont entraîné la mort de Madame Tavernier. Pourquoi avez-vous fait cela? Je ne m'en souviens plus. J'y pense depuis 2 mois, mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Le 26 août 2012, Mathieu Belin s'est mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire à la prison de Poitiers. Malgré ses maigres aveux, les gendarmes commencent à y voir plus clair. Les éléments donnés par Mathieu Belin, recoupés avec les constatations qui ont été faites par le médecin légiste, permettent de reconstituer un scénario qui paraît le plus probable. Et ce scénario, nous l'avons reconstitué. Angoulême, le 26 juin 2012. Il est 19h lorsque Mathieu Belin quitte son domicile et prend la route en direction de Barbézieux. Mathieu Belin a un plan dans la tête ce 26 juin 2012. Il a décidé de s'en prendre à la vie de cette vieille dame, Claude Tavernier. Il vient pour la tuer. Et pour commettre son horrible forfait, l'ancien gendarme va utiliser toute son expérience. L'homme va d'abord s'assurer que sa proie est bien chez elle. Il se gare à proximité du domicile de Madame Tavernier. Mathieu Belin pénètre donc sur cette propriété. Il a conservé l'uniforme, sachant que revêtu de cet uniforme, ça n'attirerait pas l'attention et que c'est une sorte de sésame extraordinaire. C'est-à-dire que personne ne va demander à un homme habillé en gendarme ce qu'il vient faire là. Il voit au fond de la maison Madame Tavernier en train de prendre un plateau repas. Elle est devant sa télévision dans son salon, elle regarde une émission. Par une fenêtre, il va observer la vieille dame et s'apercevoir surtout qu'elle est là et qu'elle est seule. Claude Tavernier est bien là. Le gendarme peut mettre la suite de son plan diabolique à exécution. Il ressort de cette première visite. Il va se changer. Il est désormais en civil. Il a pris un couteau de chasse, en tout cas avec un aspect très contondant. Il a un briquet. Il a également des bouts de scotch qui vont permettre de bâillonner Claude Tavernier afin qu'elle ne crie pas. En cette journée ensoleillée, Claude Tavernier a laissé une porte-fenêtre arrière ouverte. Une aubaine pour le tueur. Pour ce retour au domicile de Claude Tavernier, il ne rentre pas par la façade principale de la maison, mais par l'arrière. Il se précipite sur elle. Il va tenter de la bâillonner avec son rouleau de scotch. Mais Mathieu Belin a quelque peu sous-estimé la vieille dame.
Claude Tavernier est dans un état de panique. Elle le griffe, elle se débat. Elle réussit à lutter. Et même à s'enfuir du salon. Et elle va tenter de se réfugier dans sa chambre. Mais dans sa fuite, la malheureuse grand-mère va se faire rattraper par son agresseur. À ce moment-là, Mathieu Bellens rentre dans la chambre. Mathieu Bellens va lui mettre un bout de scotch sur la bouche. Et il assène des coups mortels à Madame Tavernier. Cette femme est en face de lui, à sa merci. Et là, armé de son couteau, il va procéder à sa mise à mort. Claude Tavernier gît sur son lit dans une mare de sang. L'ancien gendarme va alors simuler un cambriolage qui aurait mal tourné pour qu'on ne remonte jamais jusqu'à lui. Mathieu Bellens sait que Madame Tavernier a subi plusieurs cambriolages. Donc sciemment, il vole des objets, téléviseurs, un pendule en bronze se trouvant sur une cheminée, dérobrant également la carte bancaire de Madame Tavernier. Il choisit de prendre la voiture de Claude Tavernier. Il va rapprocher la voiture de la maison de manière à charger ce qu'il va dérober chez cette vieille dame. Tout semble se dérouler comme le meurtrier l'a prévu. À un détail près, Claude Tavernier n'est pas morte. Claude Tavernier, dans une espèce d'élan de survie absolument incroyable, réussit à sortir de son inconscience et à ramper jusqu'à la porte-fenêtre la plus proche et à sortir dans la cour. Lorsque Mathieu Bellens sort pour placer tous ses objets dans le véhicule, il constate que Madame Tavernier se trouve à l'extérieur. Il reprend son couteau et il va l'achever de plusieurs coups de couteau avant de la rentrer brutalement à l'intérieur de la maison et de la déposer dans la salle à manger. Bellens va prendre le corps de cette femme, le traîner. C'est une scène effroyable. Avant de partir, Mathieu Bellens va prendre une ultime précaution pour effacer toutes les traces de son passage. Il décide de mettre le feu, meilleur moyen de détruire toute preuve accablante. Il va trouver dans la maison un certain nombre de bougies, 8 au total, qu'il va éparpiller un petit peu partout dans la maison, au bas des rideaux, au pied du lit, enfin là où il y a des matières inflammables. Il prend la voiture de Claude Tavernier et s'enfuit. Il est environ 21 h lorsque Mathieu Bellens quitte le domicile de sa victime. Pour parachever son crime, il ne reste plus qu'à se débarrasser de son butin. Et là encore, il a pensé à tout. Il va jeter le téléviseur en contrebas d'une chaussée. Il va jeter la carte bancaire à proximité de l'aire de stationnement des gens du voyage. Il va ensuite brûler la voiture du côté du camp des gens du voyage. Lui sait très bien, ayant passé 5 ans sur le secteur de Barbezieux, que plusieurs membres peuvent être impliqués parfois dans des vols divers. Tout est bien organisé, tout est bien fait pour nous envoyer sur de mauvaises pistes. Et là, il rentre à pied, il reparcourt les 4 km dans le sens inverse et il va récupérer sa voiture personnelle qu'il avait laissée donc sur le parking situé derrière la maison et il rentre chez lui donc à Angoulême qui est à environ 35 km de Barbezieux. Mathieu Bellens se rend chez lui et reprend une vie normale, comme si de rien n'était. L'ancien gendarme Bellens vient de réaliser un travail de professionnel du crime. Et il est persuadé d'être insoupçonnable.
Une telle scène de crime, on se dit c'est pas possible. C'est quelque chose qui est hors norme, qui est incroyable, incroyable. Il a maquillé la scène du crime. Il a fait ses départs de feu, il a mis le feu dans cette voiture. C'est un crime parfait. Si son plan savamment orchestré paraît sans faille, il y a quand même une chose que l'homme n'avait pas prévue. Ce soir-là, il va être vu par un collègue. Si Sylvain Morin, finalement, ne passe pas par là à 19h57 parce qu'il a oublié un trousseau de clés, Mathieu Buelens n'aurait peut-être jamais été confondu. L'enquête aurait été bien plus difficile à résoudre sans ce témoignage capital. Reste une énigme dans cette affaire. Pourquoi Mathieu Buelens s'est-il déchaîné sur Claude Tavernier? Pendant toute l'instruction, Mathieu Buelens ne va rien lâcher sur le mobile de ce crime atroce. Après son interpellation, donc l'enquête se poursuit. C'est poursuivi encore pendant presque 2 ans. Il ne s'est pas expliqué. Mais pour les enquêteurs, il y a une explication probable. Après le décès tragique de sa mère, Mathieu Buelens serait devenu très secret et surtout complètement obsédé par la mort. C'est quelqu'un qui est assez introverti, il parle pas beaucoup de lui. C'est quelqu'un qui côtoie le milieu un peu gothique. Il est habillé tout en noir, c'est simple. C'est à l'âge de 21 ans que le jeune homme décide d'enfiler un autre costume, celui de gendarme. Mais cela ne va pas se passer comme il l'imagine. Il passe à 2 reprises le concours de sous-officier de la gendarmerie. Là, il échoue. Et donc, du coup, la seule porte de sortie, c'est gendarme auxiliaire volontaire. On est sur des contrats qui sont de courte durée. En juin 2012, du coup, le contrat de Mathieu se termine en gendarmerie. On est entre guillemets mis à la porte. Il va être rayé des cadres. Et là, il prend ça, mais vraiment comme un coup de poing dans la figure. C'est-à-dire que c'est une humiliation. Un coup dur pour le jeune homme, car il avait une raison très personnelle de vouloir réussir à tout prix dans cette voie. Ce qui l'a fait s'orienter prioritairement vers la gendarmerie, c'est le souhait de sa mère. Les derniers mots de sa maman auraient été « Tu seras gendarme, mon fils ». Pour la rendre fière, il fallait qu'il soit gendarme. Son père était gendarme, je pense qu'il se voyait en tant que gendarme. Il a l'impression de décevoir sa mère morte. Il n'est pas capable de tenir sa parole. Et ça va bousculer son intérieur de façon absolument incroyable. Seul, face à son échec, le gendarme déchu aurait nourri une extrême jalousie à l'encontre de Claude Tavernier, qui, elle, avait trouvé sa place dans ce milieu. Il y a un lien qui unit la famille Buelens à la famille Tavernier. Mathieu Buelens était gendarme adjoint. Et du côté de la famille Tavernier, vous avez bon nombre d'enfants, dont un colonel, dont un général, qui donc sont militaires. Au moment où il fait ses constatations, il découvre avec envie le milieu familial de cette femme. C'est ce qu'il aurait voulu être et c'est ce qu'il aurait voulu vivre. Seulement lors de son intervention chez Claude Tavernier, en juin 2008, le jeune homme aurait été blessé par l'attitude distante de la vieille dame. Elle ne le calcule même pas. Elle discute avec le gradé, et ça, il va en garder une sorte de rancune, une rancune éternelle, qui va probablement être une partie de sa motivation dans son acte criminel. Bordeaux, le 15 mai 2017. Dans l'impressionnante cour d'assises de la Gironde, s'ouvre le procès en appel de Mathieu Buelens. Condamné à 30 ans de prison lors de son premier procès, l'homme plaide coupable, mais il prétend n'avoir jamais préparé son acte. Il a toujours, et jusqu'au bout d'ailleurs, nié farouchement toute préméditation. C'est-à-dire qu'il est venu pour discuter, les choses ont dégénéré, et du coup il a tué alors qu'il n'était pas venu pour ça. Debout dans le box, voici ce que clame Mathieu Buelens. J'ai commis un acte horrible, je le reconnais. Mais je ne l'ai pas prémédité.
Je ne voulais pas lui faire du mal. Les déclarations de l'accusé sonnent comme un énième mensonge. Durant les débats, les jurés vont découvrir un élément jusqu'ici inconnu du dossier et qui laisse penser que l'accusé n'a peut-être pas pris la pleine mesure du crime qu'il a commis. Après son acte terrible, l'ancien gendarme a voulu se reconvertir dans la police. Une semaine après avoir commis ce crime avec autant d'acharnement, donc Mathieu Bélens va passer les tests pour être agent de police technique et scientifique, donc en fait pour effectuer des relevés d'empreintes et d'ADN. Réussit les écrits, ce sont des tests psychotechniques. Si nous ne l'avions pas interpellé, il aurait pu être recruté et servir comme agent de police technique et scientifique au sein des forces de l'ordre. Et ça a glacé, littéralement glacé, tous ceux qui assistaient à ce procès. Mais cela a surtout surpris la famille de Claude Tavernier, venue avec l'espoir d'avoir enfin des explications. Tout le monde souhaite que pendant ce procès, Mathieu Bélens puisse enfin expliquer les raisons de son acte. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se déchaîne comme ça et qu'il la tue de cette manière? Pourquoi? Pourquoi? Seulement Mathieu Bélens va rester emmuré dans son silence. Après 5 jours de procès, les jurés annoncent leur verdict. Mathieu Bélens va être condamné pour assassinat à une peine de 30 ans, dont 20 ans de période de sûreté. La peine est lourde. On est aux confins de la peine la maximale encourue. 30 ans, au-delà de 30 ans, c'est la perpétuité. Pour les enfants de Claude Tavernier, cette lourde sentence a comme un goût amer, car la mort de leur maman restera à tout jamais un mystère. En fait, on n'a absolument rien appris ni sur le fond, ni sur les motivations, rien. Jamais aucune page ne sera tournée, quoi. Alors oui, les choses vont s'apaiser, les choses vont certainement reprendre un équilibre et vont... Mais Mathieu Bélens est entré dans notre vie ce 26 juin 2012, il ne la quittera plus.